Merci Philippe. Bonjour à tous, à ceux qui arrivent au fur et à mesure. Comme vous voyez sur la première diapo, on va juste vous demander d'éteindre vos caméras et puis vos micros. Ça permet d'avoir un meilleur flux et moins d'écho. Donc Armelle Méard, je me présente la première. Donc je suis coordinatrice pédagogique pour la DDEC pour le second degré, également enseignante en mathématiques au lycée Sainte-Anne d'Auray. Donc on a prévu aujourd'hui de vous présenter en deux temps des outils pour pouvoir animer sa classe, que ce soit à distance ou en présence. Tout d'abord, il y aura une partie sur la visio de Teams, comment on utilise une visio, comment on la prépare, comment on récupère les informations. Et puis une deuxième partie plutôt sur des outils numériques. Donc des outils numériques, on préfère vous le dire tout de suite, on ne va pas aller dans le détail de tous les outils. On a plutôt préféré aujourd'hui, en tout cas, balayer sur des outils qui nous semblent assez simples à utiliser et sur lesquels vous pourrez trouver des tutoriels ou que nous, on pourra après développer dans d'autres webinaires. Mais on ne va pas aller aujourd'hui dans le détail de chaque outil. Voilà, donc les outils, on les avait précisés sur le mail. Ça peut être Genially ou Padlet ou Clickers. Voilà, des outils dont on a entendu parler, qu'on n'a pas forcément utilisés. Et puis parfois, de les voir, ça permet de se lancer. Avant de démarrer, on va vous proposer un petit travail. Armelle, il faut que peut-être les autres se présentent aussi, que ce soit Samia et… Tout à fait, c'est tout à fait ce qui est prévu. Donc, je vais les laisser. Mais vous avez déjà oublié. Frédéric, mon pauvre Frédéric. Non, on va demander à Samia et à Frédéric déjà. Alors, allons-y. C'était pour l'ordre, mais c'est pas grave. C'est pareil. Bonjour à vous. Donc, je suis Samia Mirou, professeure d'anglais. Et je vais intervenir surtout sur la partie Padlet. Frédéric. C'est bon, bonjour à toutes et à tous. Frédéric Lelus, donc moi je suis professeur de SVT de collège et voilà, professeur animateur diocésain et j'interviendrai en fonction des différents produits pour répondre aussi à différentes questions avec peut-être une intervention un petit peu plus importante sur Genially, PowTool, voilà, faire preuve, partager un petit peu d'expérience donc sur les différents outils numériques qu'on vous propose en visio aujourd'hui. À toi, Philippe. Voilà, Philippe Renaud, donc chef de projet région sur les outils numériques et également à la DDEC 56. Donc, je te redonne peut-être la parole pour l'intro. Oui, merci. Juste sur votre barre d'outils, vous avez une petite bulle qui vous sert à aller dans l'espace de conversation qu'on va utiliser aussi pour vous mettre des liens. Et donc, avant de démarrer cette animation, on va vous proposer de mettre par écrit sur des post-it, donc c'est sur un site qui s'appelle Linoit, de mettre sur des post-it ce que vous êtes venu chercher dans cette animation, ce que vous voulez connaître, ce que vous avez comme question, ce que vous voudriez, je ne sais pas, ce que peut-être vous connaissez, mais sur lequel vous avez encore des questions. Donc, je vais mettre le lien dans l'espace de la conversation et en cliquant dessus, vous devriez arriver sur quelque chose qui ressemble à ce mur. Donc, où on a mis quelques exemples pour vous montrer à quoi ça ressemble. Pour ceux qui n'ont pas encore utilisé, on l'utilise à différentes animations, donc certains l'ont peut-être déjà croisé. Donc, on vient cliquer un post-it et puis on le déplace, on écrit dessus. On peut éventuellement changer la taille, la couleur. On peut aussi mettre là, moi j'ai choisi un post-it, mais on pourrait choisir de mettre un lien Internet ou de mettre une vidéo. Et ça permet d'alimenter un mur collaboratif. Donc, si vous voulez vous lancer, ça permettra déjà de tester que le lien fonctionne. Et puis, on va voir les post-it arriver au fur et à mesure.
Merci Yann. Donc effectivement, ça fonctionne. Donc, est-ce qu'il y a un outil que vous avez envie de voir? Est-ce que vous avez des questions particulières? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur cette animation? Qu'est-ce que vous aimeriez trouver? Donc, ça permet aussi de vous montrer cet outil qui s'appelle Linoit, hein, qui est très simple d'utilisation. Il y a un autre outil qui s'appelle Scrambler qui ressemble à ça et qui permet lui-même de ne pas avoir du tout de coupe. Vous voyez, de lancer un lien et puis les personnes peuvent collaborer. Alors, c'est un outil que moi j'ai utilisé par exemple en classe avec des élèves qui avaient une tablette en début d'année pour leur demander comment ils envisageaient ce début d'année particulier après le confinement de l'année dernière, etc. On peut l'utiliser aussi sur un début de séquence. Enfin, voilà, il y a plein d'utilisations possibles. Voilà. Armelle, Oui. tu as plusieurs personnes qui disent qu'ils n'arrivent pas à accéder au post-it. En cliquant sur le lien, ça ne fonctionne pas. Alors, moi, je n'ai pas le chat sous les yeux, en fait. Je n'arrive pas à ajouter un post-it. Je ne peux pas faire sur... Donc, en cliquant, si je repars... en cliquant sur un post-it, juste cliquer dessus, ça ne fonctionne pas. C'est ce que vous précisez? Parce que les personnes qui n'y arrivent pas veulent bien détailler ce qui nous bloque. Bah, perso, moi j'ai essayé aussi, hein, ça fonctionne, mais après, c'est un petit peu bizarre. Normalement, ça fonctionne sur les post-it. Moi, j'arrive à publier. Enfin, voilà, cliquez bien sur un post-it et puis après, vous écrivez et vous mettez post. Mais normalement, ça fonctionne. Il y a une question qui est, est-ce que c'est à nous de poser des questions? Non, c'est plutôt à vous. Vous pouvez ici exprimer ce que vous aimeriez découvrir pendant le webinaire. Voilà. C'est une personne qui n'avait pas bien cliqué sur le lien. Donc, c'est bon. Alors, on a plusieurs questions sur Teams, donc on va démarrer par ça avec Philippe. Alors, on a fait un webinaire l'année dernière sur Teams, donc on vous renverra aussi les liens, puisque là, en fait, on va balayer plutôt la partie visio et pas forcément la partie évaluation sur Teams. Je vois qu'il y avait une question là-dessus, mais on vous renverra vers les webinaires qui ont déjà été enregistrés, qui ont déjà été filmés et mis en ligne. Et éventuellement, s'il y a des questions vraiment spécifiques, on verra comment pouvoir vous aider. Philippe, est-ce qu'on prend la suite? Oui, je suis en train de regarder effectivement les différentes questions, évaluation sur Teams. Donc sur Teams, on a balayé déjà un certain nombre de choses qui ont pu être faites et enregistrées sur les webinaires de la DDEC 56.
ce que l'on vous propose plutôt de faire là, dans les 5-10 minutes qui viennent, c'est reprendre des fonctions de base d'utilisation de Teams qui vont vous permettre de pouvoir créer des rendez-vous, planifier, inviter, etc. Donc, on pourrait dire qu'on est vraiment sur la base, hein. Néanmoins, très, très pratique, évidemment. Donc, ce que je vous propose, c'est de le faire in situ. Je vais reprendre à ce moment-là la main sur l'écran et puis je vais pouvoir vous montrer ça. Donc, Armel, je vais prendre la main de toute manière sur l'écran, hein. Très Hop. bien. Voilà, parfait. Hop, normalement, vous devriez voir mon écran, qui est donc l'écran Teams. Donc là, on est bien sur l'outil. Encore une fois, ça, c'est important. Si vous avez des questions là-dessus, il ne faut pas hésiter. Tous nos webinaires sont sur des formats qui permettent aussi d'être toujours en interactivité. Ça veut dire que n'hésitez pas à utiliser le canal pour poser des questions. Vous savez, la petite bulle, je vous le remontre ici en doublon, hein. Normalement, vous voyez mon écran, mais vous avez ici donc affiché la conversation. N'hésitez pas à cliquer dessus et à poser, si nécessaire, des questions. On reste en interactivité à ce niveau-là, hein. Ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez avoir les informations que vous venez chercher. Nous allons reprendre une équipe. Alors évidemment, ce n'est pas l'équipe, c'est pas une équipe réelle, on est bien sur quelque chose qui est de l'ordre du test, mais qui va nous permettre de comprendre le fonctionnement global de Teams. On vous donnera par la suite donc les liens vers des webinaires et des ressources qui sont beaucoup plus précises sur chaque thématique. Là, on va rebalayer l'ensemble. Je suis actuellement sur une équipe que l'on a appelée la classe test 3e verte. Et on va regarder comment, à partir d'une équipe Teams, on peut planifier et créer des rendez-vous, inviter des personnes et voir aussi les différentes modalités d'invitation. Ensuite, voir comment on peut utiliser les différents menus de Teams que vous avez ici, puisque Philippe, là, vous avez... Oui. est-ce que tu peux agrandir ton écran, s'il te plaît, Philippe? Alors là, on est sur la publication, donc ce n'est pas encore trop grave. Je vais le passer ici et vous allez me dire si c'est mieux. Voilà. Déjà, est-ce que je suis à 150% là? C'est Est-ce mieux. que ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Oui? Bon, parfait. Donc, en fait, très rapidement, une équipe est constituée. Une équipe, ça peut être une classe. C'est souvent d'ailleurs la structure qui est utilisée. Ici, vous avez des disciplines, ce qu'on appelle dans l'outil Teams, ce que l'on va appeler des canaux. Vous avez la possibilité, par conséquent, si vous avez des classes qui sont déjà structurées, la possibilité d'inviter vos élèves. Comment invite-t-on des élèves? Eh bien, en fait, dans les équipes ici, vous avez la possibilité, vous avez un calendrier. Donc là, par exemple, on a un calendrier classique d'occupation, hein. En l'occurrence, il s'agit du mien. Vous avez la possibilité, regardez ici, de prendre, par exemple, une plage horaire, et on commence toujours par une plage horaire. Alors, je vais vous remontrer parce que ça va peut-être un peu vite. Vous sélectionnez toujours une plage horaire. Ça veut dire qu'en fait, on va toujours sous le calendrier, qui est un des premiers éléments du menu, et on vient sélectionner la plage horaire qui vous convient. Donc, par exemple, pour un cours qui pourrait se dérouler de 15 à 16, par exemple, ou de 15 à... On va prendre de 15 à 16. Vendredi 4 décembre. À partir du moment où j'ai sélectionné cet espace, je vais avoir automatiquement l'accès à une création de réunion. Alors, bien évidemment, dans cet accès de création de réunion, il va falloir vérifier plusieurs choses. La première, c'est qu'il va falloir ajouter un titre. Vous le voyez, je pense, sur mon écran, autrement, j'augmenterai encore la taille si nécessaire. Vous avez, par exemple, cours de physique. Là, je vais mettre ce qui me passe un peu par la tête, hein. Et on peut tout à fait imaginer ici cours des terminales 8 sur voilà, tel chapitre. Ça, c'est le titre qui apparaîtra dans l'invitation
de votre réunion, de votre visio. Ici, vous ajoutez des participants. Alors, quand on est dans un système Teams qui est déjà institué, il vous suffit de taper soit le nom d'un groupe, ça peut être une classe, soit le nom d'une personne, et automatiquement, il va venir chercher dans votre annuaire directement les personnes qui sont associées. Par exemple, ici, Armel. Je vois qu'elle est occupée à l'heure actuelle, c'est normal, puisqu'elle est là. Ensuite, donc là, je pourrais rajouter une classe, plusieurs personnes, enfin bref, vous pouvez ajouter qui vous voulez pour ce cours. Vous vérifiez ensuite les dates. Là, j'ai pris le 4 décembre, donc vendredi de 15h30 à 16h30. D'accord? Ce n'est pas une journée entière, donc on le laisse comme ça. Ça ne se répète pas, ou ça pourrait se répéter aussi, ce qui arrive souvent pour nous, puisqu'on peut avoir des cours effectivement sur les mêmes plages horaires pendant toute l'année ou par semestre. Et ici, en fait, à partir de là, je vais pouvoir envoyer cette invitation. Donc, simplement avec ça, déjà, je peux créer une plage horaire de cours. Alors, bien évidemment, ce qui peut être très intéressant, c'est d'ajouter, outre la position, on peut ajouter aussi, on pourrait dire, par exemple, un contenu de cours. Ça peut être simplement la structure générale, contenu ou structure. Donc ça peut être très intéressant. Vous avez la possibilité de placer ici, soit un ordre du jour si on fait une réunion, soit une structure de cours. Vous avez aussi, pour ceux qui ont déjà pu manipuler un petit peu, la possibilité d'ajouter un canal. Alors, il s'agit de faire quoi ici? Eh bien, en fait, je vais dans les équipes qui peuvent être des équipes classes. Vous voyez, je vais aller chercher l'équipe, si je la trouve de 3e verte, qui devait être dans le coin. Je ne sais pas où elle est passée. Je la vois plus, bon, c'est pas grave. Vous avez la possibilité d'aller charger à ce moment-là aussi des informations ou de mettre à disposition pour cette réunion des informations qui sont sur un canal. Par exemple, si je suis sur l'équipe de 3e verte, j'ai la possibilité de présenter directement un espace ressources pour les élèves pendant le cours. C'est un élément qui peut être extrêmement pratique. Une fois que j'ai fait cette partie-là, je vais pouvoir envoyer en cliquant sur le bouton envoyer ici. Vous voyez que le cours est à présent institué. Il est là. Si je reclique dessus, vous voyez, je vais retrouver les différents éléments. Je vais retrouver les différents éléments et j'ai la possibilité de faire une chose en plus, c'est que vous voyez ici, vous avez en fait le lien de ce cours. Alors ce lien, il pourrait être envoyé par exemple aux participants ou à tous les élèves. Non seulement ils le recevront sur leur agenda, mais sachez qu'en plus, vous avez la possibilité de prendre ce lien ici de façon, là on peut cliquer droit, copier le lien et on peut le placer par exemple sur un mail d'invitation avec un corps de texte, etc. Ça veut dire un système de mail classique. Et là, vous n'avez plus qu'à prendre juste le lien qui est ici. Alors bien évidemment, chaque réunion dispose d'un seul et unique lien. Moi, par exemple, je fais partie de la classe de 3e verte de Philippe et je viens de recevoir un mail qui m'invite à aller au cours de physique vendredi 4, c'est bien ça? Voilà. Donc là, vous voyez, alors je crois qu'il y avait une question peut-être sur, j'ai vu passer des questions sur Si le on canal. sélectionne le canal, est-ce que les élèves sont forcément associés à la séance de cours sans qu'on les ait mis précédemment, comme vous avez fait avec Armel? Sont forcément associés à la séance de cours. Si on sélectionne Le canal, les élèves associés au canal vont recevoir l'info. Voilà, tous ceux qui ont été invités vont recevoir une info leur présentant également un canal de ressources. En fait, c'est comme ça que je le tournerai. Mais peut-être que ça ne répond pas à la question. Et si on ne complète pas la case des invités? Si on ne complète pas la case des invités, il vous faut quand même un minimum d'invités pour pouvoir créer une réunion, au moins un. Autrement, il ne peut pas lancer la... Et on ne peut pas mettre juste le canal, non. Il faut, en fait, le canal, c'est un canal de ressources. C'est un canal de ressources. Donc, en fait, on crée d'abord une invitation pour un certain nombre de personnes et on va convoquer, on pourrait dire ça comme ça, des ressources. D'accord pour ça. Alors, je vois, il y a encore, oui, d'autres questions?
Alors, effectivement, tout dépend de la manière dont le canal est géré. On a la possibilité de gérer les propriétés sur un fichier. Ça veut dire de faire en sorte, par exemple, d'interdire le téléchargement du fichier, d'interdire le fichier. En fait, dans les canaux, on peut donner des propriétés. On peut aussi donner des propriétés d'accès. Tout ça, on ne le verra pas forcément aujourd'hui, mais néanmoins, sachez que c'est tout à fait envisageable. Je poursuis pour ne pas prendre trop de temps parce que ça passe très très vite, surtout sur un sujet comme celui-là. Vous avez un certain nombre de boutons sur le côté qui sont les boutons de menu. Sachez que vous avez des boutons qui servent très régulièrement, notamment celui de la conversation, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Une réunion, un fil. Vous allez toutes les conversations correspondant aux dernières réunions que vous avez pu avoir. Ensuite, les équipes, ce seront toutes vos classes, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, ce sont mes équipes à l'heure actuelle. Vous reconnaissez la classe de test de 3e verte. On pourrait imaginer avoir 5e, 5e A, 5e B, 5e C, 5e D, et puis ainsi de suite, ou seconde 1, seconde 2, seconde 3. Donc, d'avoir la totalité des classes équipes. D'accord ? Ça, c'est pour les équipes. Une chose que l'on a abordée dans d'autres webinaires, c'est la partie devoirs. Vous avez la possibilité de créer des devoirs. Alors, les devoirs sont transversaux. Ça veut dire que quand on crée un devoir, on le crée d'abord de manière autonome et ensuite, on va l'associer à des classes ou à des personnes. Donc, un devoir peut servir pour différentes classes, tout simplement. Ensuite, vous avez le calendrier qui vous permet de voir les différentes tâches et de créer également des cours et des visios. Vous avez la possibilité d'appeler. Ça veut dire que là, vous allez avoir la possibilité d'appeler directement des personnes avec qui vous travaillez habituellement. Vous aurez la liste de ces personnes et savoir si elles sont occupées ou non au moment où vous vous connectez. Et ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez appeler directement un collègue. Par exemple, ici, je pourrais appeler, je vois tiens, par exemple un collègue David, je peux l'appeler en direct, soit par l'appel vidéo, soit d'appeler le contact par téléphone. Hein. D'accord. Et puis, dernière chose, eh bien, tout ce qui est fichier. Ça veut dire que là, vous avez la possibilité d'aller voir directement la totalité des fichiers travaillés en récent pour cette partie-là, mais vous pouvez aussi voir uniquement ceux qui ont été réalisés sous Teams, dans vos équipes Teams, et tout ce que vous avez téléchargé. Vous avez également la possibilité d'accéder à votre OneDrive. Juste une question, Philippe. Un devoir, il est forcément dans Général, hein, il n'est pas dans les canaux. Donc, les devoirs n'apparaissent que dans Général. Alors, c'est vrai que là, l'exemple, nous, c'est ce qu'on a aussi là où je suis au lycée Sainte-Anne-d'Auray. Une équipe égale une classe et les canaux égale les matières. Mais on peut tout à fait créer des équipes qui seraient une équipe que pour sa matière et pour une classe. Enfin, voilà, tout est envisageable. Ce qui est important, c'est pas tellement la façon dont vous allez créer vos équipes, c'est surtout d'harmoniser vos pratiques au sein de l'établissement pour que les élèves aient des équipes qui se ressemblent et puissent se retrouver facilement. C'est vrai que ça a beaucoup d'avantages de faire une équipe, une classe et les canaux, les disciplines. L'inconvénient, c'est qu'il y a effectivement une seule zone et que qui ne passent que par le général et qui donc sont forcément liés à toutes les disciplines. Et je voulais juste repréciser que tout ça, ce sera dans un diaporama dont on vous donnera le lien par mail. À la fin du diaporama, on vous demandera en fait un petit questionnaire qui nous permettra aussi de savoir quoi proposer dans les prochains webinaires et ça nous permettra de vous envoyer le diaporama. Tout à fait. On peut, je vois aussi une autre chose, on peut écrire une adresse mail. Bon, vous pouvez évidemment inviter sous Teams, vous pouvez inviter des gens qui n'ont pas d'adresse mail chez vous sur votre plateforme. Simplement, ils seront en tant qu'invités. Et donc, invités, ils pourront suivre effectivement le cours. Ils n'auront pas, par contre, accès à un certain nombre d'éléments et de ressources. Hein, ça veut dire que là, on est sur des personnes qui n'auront pas tous les droits, bien évidemment, sur cette partie-là, sur votre cours. Donc voilà, on voulait juste vous montrer ça pour revenir un petit peu. Bon, il y a beaucoup d'autres choses, donc on ne va pas prendre trop de temps.
Dernière chose qui est très intéressant quand vous êtes avec des élèves, vous voyez là, je vous remets, vous l'avez en double, je vous remets ce que vous voyez à l'heure actuelle, enfin ce que vous voyez quand l'écran n'est pas partagé. Là, vous avez les conversations ici, hein, qui sont placées là. Vous avez un bouton qui est extrêmement intéressant, c'est celui-ci. Ce sont les partages d'écran. Sachez qu'on peut partager des écrans. Vous pouvez partager votre écran à n'importe quel moment en cliquant sur ce petit bouton. Une chose néanmoins, c'est qu'il vous demandera quel écran vous voulez partager si vous en avez plusieurs. Donc là, vous serez obligé de choisir entre le premier, le deuxième, voire pour certains le troisième écran. Si vous n'avez qu'un seul écran, en fait, il vous demandera simplement quelle fenêtre qui est ouverte sur l'ordinateur, quelle fenêtre ou quel fichier vous voulez partager. Bien évidemment, on réinsiste, partager, ça veut dire que je vais exposer mon contenu, ce que j'ai à mon écran, je l'expose aux autres personnes présentes dans la réunion. Simplement ça, ce sont des petites choses qui sont extrêmement pratiques. Voilà, je relâche l'écran. Et là, vous allez retrouver l'écran général. Voilà, Armelle, pour cette première partie. Merci Philippe. Concernant tout ce qui concerne les évaluations et les devoirs dans Teams, donc je redis ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il y a différents webinaires qui avaient été faits sur ce sujet. Donc on vous a remis les liens dans le diaporama. Voilà, donc vous les retrouverez, hein. Elles sont enregistrées, elles sont revisionnables. Donc avant de passer à la suite, donc qui est plutôt on va dire un balayage, même si on va prendre un petit peu de temps, mais un balayage des outils numériques. Avant qu'on passe donc à cette partie-là, est-ce que vous avez quelques questions ou quelques remarques sur la visio de Teams? Voilà, donc les liens, vous les trouverez là. Oui, bonjour. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai juste une question. Lorsque vous avez dit que lorsqu'on fait une invitation, donc on note l'équipe à qui on envoie l'invitation, est-ce que le lien copier-coller, la cliquer ici pour participer, donc et mailer le lien, est-ce que ça ne fait pas redondance? Moi, je pensais que lorsqu'on invitait une équipe, il recevait automatiquement le mail avec le lien. Oui, c'est une option. Ça veut dire que souvent, on s'aperçoit que les gens n'étant pas forcément… Alors, c'est vrai qu'avec des jeunes, une fois que vous l'avez fait une fois, généralement avec des élèves, ils ont vite compris le système et vous n'avez pas ce problème-là. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, et c'est vrai, vous avez tout à fait raison de pointer cet aspect, on a tendance à doubler avec une adresse mail de façon à rappeler aux gens avec un mail classique et les contenus. Mais ce n'est pas obligatoire. Bien évidemment, vous avez la possibilité d'ajouter des participants soit nommément, soit une équipe entière, effectivement, qui peut être une classe. Et à partir de là, ils reçoivent déjà une notification sur leur adresse mail pour demande d'acceptation. Donc, c'est suffisant pour des gens qui sont, je dirais, rodés à l'action. C'est vrai que dans le cadre d'un lycée ou d'un collège, on peut fonctionner comme ça. Peut-être au début, simplement faire le doublage, mais après, il n'y a pas de souci, hein, ça fonctionne très bien. D'accord, merci. Merci. Alors, je vais partager, donc là, pas le diaporama, mais vraiment mon fenêtre. Et donc, si tout se passe bien, vous voyez un écran qui s'appelle WooClap. Donc, c'est un petit outil qu'on voulait vous montrer parce qu'il est aussi assez facile d'utilisation et qui permet de faire des petits QCM ou des petits nuages de mots. Donc, on va en faire un ensemble et vous allez le voir comment le créer et vous allez participer. Donc, j'ai créé un compte avec mon adresse académique. Bon, là, peu importe, hein, ça c'est assez rapide à faire. Ensuite, créer un événement. Et donc, vous voyez ici tous les événements possibles qu'on peut faire avec ce petit outil. Un QCM, un sondage, des petits jeux, des questions ouvertes. Alors moi, je vais choisir nuage de mots. Et puis, je vais vous demander, par exemple, de donner quels sont les mots que vous retenez de ce qui vient d'être partagé, par exemple. Autrement dit, quels sont les avantages que vous voyez à la visio ou qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez retenu particulièrement aujourd'hui? Armelle, on ne voit plus ton écran là.
Alors, je vais refaire. On voit directement ton bureau et les palmiers. Ce qui n'est pas mon écran d'ailleurs, qui est l'écran de Philippe. Hein, donc, je reprends. Ah non, c'est pas moi les palmiers, désolé. Non, mais Philippe, on ne sait pas qui c'est, mais c'est pas grave, c'est beau. Donc là, normalement, j'ai le rectangle rouge qui me dit que normalement, vous voyez mon écran WooClap. Oui, là, c'est bon. Ok, donc je reviens. Donc voilà, je remontre ce qu'on peut faire comme partage avec WooClap. Trouver un nombre, nuage de mots, appariement. Voilà, ce sont on ne va pas faire une évaluation avec WooClap, c'est plutôt venir récupérer des représentations ou pour avoir une image de ce que les gens ressentent, des questions qu'il peut y avoir sur un sujet, par exemple. Donc, j'avais choisi nuage de mots. Donc, quel mot retenez-vous de ce qui vient d'être présenté? Et les gens qui utilisent WooClap après n'ont pas besoin d'avoir un compte. Donc, je vais vous donner le lien. Soit on écrit juste le wooclap.com et puis il y a une petite zone qui s'appelle « Avez-vous un code ?» et on rentre le code KNSLYS. Soit dans la conversation, je vous mets le lien et vous allez directement dessus. Et là, on peut choisir soit de montrer le nuage de mots au fur et à mesure, soit de le montrer une fois qu'il est terminé, pour ne pas influencer ceux qui mettent un mot. Donc, si vous allez sur ce lien, je veux bien que vous me confirmiez que vous avez la possibilité de rentrer des mots-clés pour venir nourrir ce nuage. Ça y est, ça commence. Donc, le principe, c'est que plus le mot va être répété, plus il va être grand. Et au fur et à mesure des mots qui viennent s'empiler, on va avoir un nuage qui va venir se nourrir. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc, effectivement, avec Teams, hein, il y a les équipes, les canaux, la communication, l'échange, la visio, le distanciel. Vous allez retrouver normalement les mots-clés que vous avez voulu passer. Si vous faites ça, par exemple, à l'issue d'une séance, les mots-clés que vous avez voulu passer à vos élèves, vous allez pouvoir vérifier qu'ils les ont bien intégrés, ou en tout cas, ou s'ils ne les ont pas intégrés, justement, ce qui va manquer. Alors, soit, si vous avez déjà un compte WooClap, il faut se déconnecter. Si jamais vous n'avez pas de compte WooClap, soit vous allez sur wooclap.com et vous entrez le code, soit vous cliquez sur le lien qu'on a mis tout en haut et il n'y a pas besoin de se créer de compte pour celui qui vient compléter le nuage. Par contre, si vous voulez proposer du WooClap à vos élèves, il faut vous créer un compte. Et vous allez voir que c'est assez facile, assez rapide à faire. Alors, on va démarrer par… donc, on a prévu de vous présenter des outils qui sont de 4 familles. Je vais vous repartager mon écran pour juste le temps de vous remontrer la suite du webinaire. Et puis, je laisserai la parole à Samia qui va démarrer.
Donc, les outils numériques qu'on souhaitait vous proposer, c'était tout ce qui est autour du collaboratif, donc WooClap en particulier, hein, et en est un. Linoit, les post-it qu'on a fait tout à l'heure. Là, on va vous parler beaucoup de Padlet. Voilà, on avait PopLab, je ne sais pas si quelqu'un connaît, je ne suis pas sûre qu'on le montre aujourd'hui, sauf si quelqu'un a une question très particulière, mais vous pourrez le retrouver sur le diaporama si vous le souhaitez. Ensuite, tout ce qui tourne autour des évaluations en ligne ou en live, Appliqueurs également, qui n'est pas forcément en ligne. Les vidéos, pas forcément comment faire, ça peut être comment faire, mais aussi comment les utiliser, les découper, intégrer des questions dedans. Et puis pour terminer, les supports qui permettent de rendre des présentations peut-être un petit peu plus dynamiques ou interactives. Donc le premier outil, c'est Padlet. Et voilà. Je vais arrêter mon partage pour que Samia, tu puisses prendre la main. Je vais prendre donc la main. Alors, est-ce que vous voyez bien donc ma vidéo? Non, pas encore. Une petite vidéo pour vous expliquer le Padlet. Là, vous arrivez dessus normalement. Donc, le Padlet, en fait, c'est un outil qui va servir pour partager des ressources, pour aussi créer un mur collaboratif, pour récupérer les travaux des élèves et aussi leurs avis. Donc, vous devez vous rendre pour cela sur padlet.com. Vous allez arriver donc sur cette page-là. Vous pouvez donc cliquer sur vous inscrire. Vous inscrire aussi avec votre compte Google, ce que je vais faire. Et là, vous arrivez sur ce menu. Donc, Padlet vous propose des exemples. Donc, n'hésitez pas à les consulter en fait avant de créer votre Padlet. Ça vous permet de vous en inspirer. Et puis après, donc c'est assez intuitif. Vous avez deux boutons pour créer un Padlet. Donc, je vais prendre le plus évident. Hop, on clique. Et là, on arrive sur un large choix de formats qui vous sont proposés. Vous pouvez cliquer sur prévisualisation pour voir un peu ce qu'il propose. Là, je vais commencer par vous montrer la création d'un Padlet qui va me permettre de collecter les travaux des élèves. Et donc, pour cela, je vais choisir le Padlet colonne. Donc, je sélectionne, hop. Et donc, j'arrive sur ce Padlet déjà créé. Et là, on va me demander en fait de le personnaliser. Donc, je vais commencer par modifier le titre, indiquer que je souhaite que les élèves donc, postent leur travail, indiquer aussi dans les descriptions le niveau. Bon, après, ça c'est vraiment libre, hein. C'est à chacun de voir ce qu'il souhaite y mettre. On peut rajouter des icônes, donc soit emoji, soit on en ajoute notre propre icône, toujours en vue de le personnaliser, hein. C'est l'aspect esthétique, tout ça. Et puis, donc là, vous avez l'URL du Padlet, qui est assez complexe, mais vous avez le choix de la modifier. Donc, moi, j'ai mis « Travail ». Vous pouvez aussi, donc là, ça allait un peu vite, excusez-moi, vous pouvez donc ensuite changer le fond de votre Padlet, le personnaliser, mettre un fond uni ou de choisir votre propre fond. Vous pouvez modifier la police. Donc, il suffit vraiment de dérouler le menu, hein, c'est assez intuitif, vraiment. Vous pouvez aussi choisir l'ordre des publications, l'organisation. Vu que c'est en colonne, ça arrive en premier ou en dernier. Vous pouvez choisir donc les commentaires, d'en mettre ou pas. Et puis les réactions. Donc ça c'est une partie assez intéressante parce que vous pouvez donner la possibilité aux visiteurs de liker des publications ou de voter ou d'ajouter des étoiles ou de noter les publications. Donc là, je ne choisis aucune réaction parce que ce n'est pas pertinent pour le Padlet que je souhaite créer. On continue. Voilà, je suis assez satisfaite. C'est bon, je vais pouvoir commencer à poster. Donc la colonne de gauche, alors il fallait juste appuyer sur le plus et on peut directement écrire. Je la dédie aux consignes. J'enregistre. Après, j'ajoute une autre colonne et là, je vais marquer au fur et à mesure le nom de mes élèves. Donc, j'ai dit Caprio et Nicole Kidman, une bonne classe. Je continue avec dans mes consignes. Je leur mets donc une petite consigne et je peux en fait joindre à ma consigne. Je peux joindre soit un enregistrement audio, soit un film, soit une photo, soit un fichier. Enfin voilà, là vous avez tout le menu qui
qui vous offre ces possibilités. Et moi, je vais décider en fait de joindre une petite vidéo sur YouTube. Donc, je vais rapidement sur YouTube, je copie le lien et ici, je peux aussi insérer l'URL. J'enregistre et voilà. Donc, maintenant, j'ai ma vidéo qui est jointe à ma consigne. Maintenant, je veux permettre aux élèves de pouvoir écrire ce Padlet. Donc là, il va falloir que je clique sur « Partager ». Et dans « Partager », je vais devoir modifier les paramètres de confidentialité. Automatiquement, ça marque « Les visiteurs peuvent écrire ». Mais c'est intéressant quand même de le vérifier à chaque fois parce que des fois, vous voulez que ce soit simplement un Padlet pour que les visiteurs puissent consulter. Vous choisissez si vous mettez un mot de passe ou pas, secret, public ou privé, donc secret, c'est ce que je préfère généralement. Peut consulter, peut écrire, peut modifier. Donc là, vu que je souhaite qu'il puisse poster des travaux, je choisis peut écrire. Donc voilà, je retourne à mon Padlet. Et donc là, les élèves commencent effectivement à poster leurs travaux. Et moi, vu que j'avais sélectionné commentaire possible, eh ben, je peux mettre un petit commentaire. Il faut bien appuyer sur la petite flèche pour pouvoir le poster. Nicole, elle n'a pas envie d'écrire, elle a envie de s'enregistrer. Donc, on va cliquer sur « Voix », autoriser le micro, démarrage du microphone, elle s'enregistre. Voilà, elle se réécoute. Si ça lui convient, elle enregistre. Et voilà. Alors, je tourne juste un petit peu en arrière. Donc là, mon Padlet travail, je vais l'appeler comme ça, est créé. Je vais retourner donc en haut à gauche, là ici, je clique là-dessus, ça me permet en fait de retourner au menu. Donc je suis sur le menu et là maintenant je vais vous montrer la création d'un second Padlet. C'est cette fois-ci un Padlet juste pour… Oui. Mais tu peux faire juste une petite pause. Il y a une question qui était, est-ce que Léo voit ce que Nicole écrit? Léo voit complètement ce que Nicole écrit. Ouais, merci. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, il voit les travaux des autres camarades de la classe. Mais il y a une possibilité pour le créateur du Padlet de justement empêcher que Léo voit le travail de Nicole. Et donc, il faut à ce moment-là, chaque élève ne voit que ce qu'il poste. Et pour que tout devienne visible, il faut une approbation en fait du créateur du Padlet. Ce qui permet comme ça à chaque élève d'écrire sans voir la réponse, par exemple si c'est une production identique sur différents groupes, et à la fin vous pouvez approuver, et une fois que vous approuvez, tous les postes deviennent visibles par tous les élèves. Mais il y a possibilité que les élèves ne voient pas le travail des autres, ce qui peut être très pratique quand, par exemple, vous attendez une production et que vous ne voulez pas qu'il y ait de partage au démarrage. C'est possible aussi. Eh ben, je ne connaissais pas cette fonctionnalité. J'ai bien fait de participer à ce webinaire. Ouais, c'est très pratique. Ah oui, très pratique, effectivement. Ouais. Mais merci beaucoup. Alors, donc là, je vais maintenant vous montrer un Padlet dans lequel, en fait, on va pouvoir simplement poster des ressources. Donc, je recommence, créer Padlet. Et là, moi, j'aime bien choisir le format toile parce que ça me permet en fait d'organiser les publications comme je le souhaite. Alors, donc pareil, on me redemande de personnaliser mon Padlet. Donc, j'indique l'objectif du Padlet, ressources, le niveau. Je modifie l'URL, le fond d'écran. Allez, c'est Noël. Je ne souhaite pas mettre les commentaires, les réactions, je n'en ai pas la nécessité. Et donc là, je vais retourner dans Partager. Et cette fois-ci, dans les paramètres de confidentialité, je ne vais pas choisir peuvent écrire parce que je ne veux surtout pas justement que les élèves puissent intervenir, mais je vais choisir secret et je vais choisir peut consulter. Voilà. Un double clic permet de poster une publication, ou alors il y a un plus rose en bas à droite. Et donc là, vu que c'est un toile, je peux bouger ma publication. Alors, donc là, je suis retournée rapidement sur le menu pour que vous voyez que les deux palettes sont créées. Et maintenant, je vais juste vous montrer. L'intérêt, c'était je vais poster, je veux que le Padlet travail soit inséré dans le Padlet ressources afin de communiquer aux élèves une seule
URL. Une seule adresse Padlet, pour ne pas multiplier en fait les sources. Alors, donc j'ouvre mon Padlet travail. Voilà, je copie l'URL. J'ouvre mon Padlet ressources. Je crée un post. Et donc, comme la vidéo YouTube de tout à l'heure, je viens coller l'URL. Et mon Padlet travail est inséré à mon Padlet ressources. Et donc là, quand je clique sur mon Padlet travail, hop, eh bien, j'accède au Padlet que vous avez découvert tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, je clique ici pour me déconnecter. Donc là, c'est fini pour la présentation de Padlet. J'ai des exemples éventuellement si ça intéresse certains d'entre vous, mais je pense que là, je vous ai présenté donc, les fonctions de base pour bien démarrer avec Padlet, quoi. Donc, Armelle, si tu le souhaites, tu peux… Il y a deux questions. Ah oui, il y a deux questions. Je ne voyais pas les questions, je suis désolée. Vous pouvez y répondre. La première, c'était est-ce qu'il est possible justement de montrer comment on fait pour que chacun ne voit pas le travail publié par les autres? Frédéric, je te laisserai peut-être répondre là-dessus. Oui, parce que moi, je ne pourrais pas. Oui, alors en fait sur la configuration que Samia vous montre, on peut mettre en fait que la publication reste secret et donc là, sous chaque poste que l'élève va fabriquer, il y aura une petite phrase en orange qui est marquée approbation. Voilà. Et donc, en fait, l'élève ne voit que son poste. Vous, en tant qu'administrateur du Padlet, vous voyez l'ensemble des postes. Et si vous voulez publier les postes, ben, vous allez sur approbation. Alors moi, quand je fais ça, par exemple, avec des élèves, quand ils doivent faire une production à l'écrit, en fait, chaque élève ou chaque groupe a sa colonne. Il complète les postes en mettant ce qui est attendu dans le travail. Et donc, ça fiche approbation. Et à la fin, bah, j'attends que tous les élèves aient terminé. Ils ne voient rien d'autre. Et vous cliquez sur approbation. Voilà, tout simplement. Et ça affiche tous les postes. Du coup, le Padlet devient visible pour tout le monde. Alors, normalement, c'est dans paramètres, quand vous mettez secret sur le poste, vous allez avoir la possibilité d'approuver ou pas le poste. Alors, ce qui peut être très intéressant, par exemple, avec des élèves un peu plus jeunes qui ont tendance, quand c'est un peu plus libre, à mettre des choses qui ne sont pas forcément toujours très intéressantes à lire au bon moment. Voilà, ça vous permet aussi de filtrer un petit peu ce qui est écrit. Et quand vous faites un contenu, par exemple, scientifique dans ma discipline, où l'élève devra regarder tous les postes de ses camarades, ça vous permet aussi, vous, en tant qu'enseignant, d'annoter le poste de l'élève si, par exemple, il y a une très grosse erreur scientifique, pour notifier aux élèves que c'est la production, mais il y a une erreur scientifique. Voilà, pour éviter quand même la mémorisation des erreurs sur des postes. Mais c'est assez simple. Je ne sais pas si on voit à nouveau mon écran. Là, je suis sur un autre Padlet. Et donc, si j'ai bien compris ce que tu as dit, Frédéric, on est ici dans paramètres. Exiger l'approbation. Tout en bas ici, exiger l'approbation. Voilà. Et là, vous cliquez dessus. Et donc, ça veut dire que le poste, voilà, si tu le mets à droite, là, effectivement, Armelle, et ben là, le poste, voilà, dès que quelqu'un va écrire, une personne qui n'est pas l'administrateur du Padlet, eh bien, en fait, la publication ne sera pas affichée tant que la personne n'a pas approuvé le poste, qui est très pratique. Alors, pour ce qui est de compte gratuit, payant, effectivement, Padlet, c'est gratuit, mais on n'a que 3 Padlets gratuits. Après, ça devient payant. Alors, il y a des petites subtilités pour contourner ça. C'est éventuellement de se créer un compte, plusieurs comptes, en fait, avec plusieurs adresses mail. Si vous avez 2, 3 adresses mail, vous pouvez vous créer 2, 3 comptes. 9 Padlets, ça commence à être pas mal déjà. Et puis, pensez, en fait, alors, je crois aussi que les Padlets qui ne sont pas actifs ne sont pas comptés dans les 3. Donc, en fait, on peut en avoir, je ne sais plus jusqu'à combien qui ne sont pas actifs, du moment qu'il n'y en a que 3 actifs. Et puis, sinon, il faut en penser à supprimer quand ils ne servent plus, quoi. Après, il y a Framapad qui est un concurrent, c'est peut-être pas le bon mot, mais Framapad fait le même type de travail que Padlet, mais en fait, tous ces outils, on ne sait jamais trop bien quand c'est complètement gratuit, quand ça devient freemium, c'est-à-dire gratuit en partie, puis en partie payant. Donc voilà, si vous êtes habitué à Padlet, ça peut être pas mal de jongler avec vos adresses mail, soit en gardant 3 Padlets actifs, quoi.
Alors, et pour répondre à la question de Béatrice Philippon, là, qui est oui, mais comment attribuer à chaque élève? En fait, Padlet a aussi une fonction qui est très intéressante, c'est que quand vous partagez le Padlet, Padlet crée automatiquement un QR code. Voilà. Donc, vous avez deux moyens pour diffuser l'information auprès des élèves. Soit vous donnez l'URL, vous la copiez et vous la donnez à l'élève, voilà, tout simplement, vous lui envoyez si vous communiquez par mail, par exemple. Soit vous copiez, collez le QR code, et puis si l'élève a un smartphone ou si vous travaillez avec des tablettes, avec un QR code reader, vous accédez directement au Padlet. Donc la fonction QR code est directement intégrée sur Padlet, ce qui est quand même très, très pratique. Oui. J'en profite pour vous montrer deux autres exemples qui viennent de tes Padlets, Frédéric. Ouais. Bon, c'est la même chose que ce que Samia. Alors, j'ai mis un petit écran noir parce qu'il y avait sur le Padlet de droite, vous voyez, ça, c'est un Padlet de récupération justement de travaux d'élèves. Donc, ils étaient par équipe. C'est un Padlet présenté par Samia en colonne où voilà, les élèves doivent noter un texte, mettre une photo et un cariotype. Donc voilà, et là on était sur l'approbation avec des petits commentaires, et puis le Padlet que vous voyez sur la gauche, voyage dans les cellules à distance, là c'est plutôt un Padlet où on va retrouver les différentes ressources pour permettre aux élèves de travailler, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir des documents papier, ce que vous expliquez Samia, ils vont avoir des documents numériques, et le gros avantage, c'est la couleur d'abord, mais aussi la vidéo et effectivement l'audio. Autre petit avantage, alors là c'est en 5e, donc les documents sont hiérarchisés, mais en fait dans la structure mentale de l'élève, le Padlet en mur collaboratif, ça lui permet aussi de naviguer sur les documents comme il le souhaite. Voilà, donc, comme il le souhaite. Donc il n'y a pas forcément de hiérarchie de documentaire. Pour aller vite. Est-ce que les trois équipes voient les questions? Non, non, parce que l'équipe 1, quand elle publiait ses posts, il y avait une information, c'est-à-dire qu'elle écrivait sans voir ce que faisait l'équipe 2, l'équipe 3. Et c'est seulement à la fin, quand j'ai approuvé les Padlets, que tout devient visible. Voilà. Donc, pendant qu'ils écrivent, les autres équipes ne voient pas ce qui est fait par l'équipe 1 ne voit pas la 2 ni la 3, et inversement. Mais en activant l'approbation du Padlet. Très bien. Alors pour ce qui est de la collaboration, il y a évidemment d'autres outils, on ne fait pas forcément le tout. Il y a également dans les suites Office Éducation ou Google Éducation, il y a aussi tout ce qui est Word, PowerPoint, Excel, etc. Qu'on peut utiliser en collaboratif, hein, c'est-à-dire que des élèves peuvent partager un document, écrire dessus en même temps. Voilà. Si ça vous convient, on peut passer peut-être à la partie évaluation. Donc, on a prévu de vous présenter Plickers. Je vais vous présenter très rapidement Socrative. On va pas forcément vous le présenter, mais comme il y a déjà des webinaires qui ont été faits spécifiquement sur Socrative et sur Cuisinière, on vous donnera les liens pour que vous puissiez approfondir. Et puis Forms. Donc, je vais laisser la parole toujours à Frédéric et Samia pour présenter Plickers. Donc là, c'est un petit peu différent puisque ça peut se faire sans que les élèves aient d'outils numériques. Je ne sais pas si Samia commence ou si tu veux, comme tu veux, Samia. Moi, je m'en sers un tout petit peu Plickers. C'est vrai que je m'en sers pour faire des petits quiz en début de séance pour vérifier un peu leur compréhension. Donc, les élèves doivent être munis de ces documents. Et moi, donc, je dois avoir de mon côté une tablette ou un smartphone pour pouvoir donc sélectionner leurs réponses. Sur l'image que vous voyez, en fait, il y a des éléments de réponse. Donc, selon la façon dont il tourne l'image, c'est 1, 2, 3, 4. En fait, il répond donc, à un QCM que moi, j'ai projeté sur le tableau. Et après, je n'ai plus qu'à scanner les réponses. Donc, ça, c'est pour l'utilisation que j'en fais. Elle est très sommaire. Je pense que toi, Frédéric, tu l'utilises de manière autre. Non, alors en fait, Plickers, c'est un outil très très ludique et très pratique qui permet, comme tu le dis, Samia, soit de faire du diagnostic, soit de faire du contrôle de connaissances de façon rapide et efficace.
Les élèves, globalement, ils adorent ça. Donc, si vous voulez avoir des élèves qui rentrent en cours en me disant « Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une éval ?» c'est qu'ils pensent à Plickers. Voilà. Donc, pour une fois, ils aiment ça. Comme le dit Samia, en fait, vous voyez, chaque élève a un QR code. Alors, les QR codes, pas besoin de les fabriquer. Hein, c'est l'application Plickers qui vous les propose. C'est des QR code cards. Donc, voilà, il y a un nombre indéfini. Donc, en fait, il suffit tout simplement de s'inscrire sur Plickers. Alors, peut-être que Armel peut passer sur la diapo suivante. Je vous ai juste mis, parce que là, vous avez compris le principe, en fait. Voilà. Donc, vous voyez sur la diapo de gauche, vous inscrivez sur Plickers. Une fois que vous êtes inscrit sur Plickers, eh ben, en fait, vous créez vos classes. Alors, pour créer vos classes, c'est assez simple, hein, globalement. Pour créer vos classes, bah, vous donnez un nom aux classes. Vous voyez, moi, j'ai mis 3A, 3B, voilà, toutes mes classes. Vous allez sur École Directe ou School Info. Vous copiez-collez vos listes directement dans la classe. Voilà, donc ça va générer votre classe. Une fois que vous avez généré votre classe, et ben en fait, le logiciel va les mettre dans l'ordre que vous voulez. En général, moi, je prends l'ordre alphabétique, c'est plus simple pour s'y retrouver. Et donc, va attribuer un QR code à chaque élève. Alors, vous inquiétez pas, les QR codes 1 sont tous les mêmes pour toutes les classes. Donc, en fait, vous sortez les QR codes. Et donc, par exemple, bah, l'élève de 3A, le premier de la liste, a le même QR code que l'élève de 3B. Après, ce QR code, bah, effectivement, quand vous allez passer des questions, par exemple, pour un diagnostic, ben, l'élève va présenter le QR code. S'il met le A en haut, ça veut dire qu'il répond A. C'est sous type de QCM. S'il met le B, ben, c'est réponse B, etc. etc. Donc, il suffit de créer ces classes. Après, vous créez vos questions. Alors, pour créer vos questions, l'avantage, vous voyez, c'est Your Library. Vous créez vos questions, puis vous pouvez créer des dossiers pour mettre vos questions dedans. Plickers vient de faire un truc extraordinaire. Avant, c'était un petit peu long parce qu'il fallait écrire les questions. Donc, vous notez la question. Vous pouvez mettre une vidéo, vous pouvez mettre une photo, vous pouvez mettre une bande audio aussi, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et donc, le QCM avec 1, 2, 3 ou 4 questions. Maintenant, Plickers vient d'inventer un truc extraordinaire. C'est tout simplement, vous reprenez vos anciens QCM et vous les collez directement dans Plickers. Et Plickers fabrique directement les questions tout seul. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc vous passez, alors moi je fais ça sous forme de série de 5 questions parce que en fait, c'est fait par les sets de questions sont faits par 5. Voilà, ça peut être un début de cours, comme le dit Samia, pour vérifier une connaissance ou pour faire une éval diagnostique ou aussi pour faire un petit débat de classe. Par exemple, je ne sais pas moi, en prof de SVT, est-ce que vous pensez que la reproduction, c'est, et puis vous proposez des choses. Voilà, ça permet de débattre et de montrer aux élèves qu'ils n'ont pas forcément la même représentation d'une notion. Et puis l'écran de droite, alors là, ce qui est quand même très pratique, j'ai effacé un petit bout des noms, c'est en fait une fois que vous avez scanné une classe, eh bien en fait le logiciel, quand vous allez sur Score Sheet là, va vous sortir la classe, voilà une classe avec quelque chose qui a été fait il y a pas très longtemps, mardi je crois, lundi, et va vous sortir en fait la classe, les élèves et les réponses qu'ils ont proposées aux questions avec les scores. Et vous pouvez même cliquer sur chaque élève pour pouvoir voir comment il a répondu. Alors, c'est très pratique parce que globalement, si vous voulez voir comment l'élève a répondu et quelle est sa maîtrise des connaissances, ça permet d'avoir un tableau visuel, sachant que Plickers propose par un calendrier de retrouver toutes les évals de l'année et propose aussi d'archiver toutes vos classes tout le temps. Donc, ça veut dire que vous pouvez tout retrouver tout le temps. Voilà, donc c'est une petite façon nouvelle, très ludique, très simple. Un QR code fabriqué par élève, il faut rentrer les classes avant, il faut fabriquer des questions, et puis voilà, vous lancez l'application. Donc vous, il vous faut une tablette et puis un ordinateur pour que globalement les questions soient affichées en même temps que votre tablette, et vous commandez tout par la tablette. Donc c'est assez facile, il y a des petits tutos très rapides, mais qu'on pourra vous présenter après. Alors pour répondre à la question, oui, on peut tout montrer à l'écran en fait en même temps. Ça dépend quelle est la configuration numérique de votre établissement. Le top, c'est d'avoir un ordinateur branché sur le vidéoprojecteur et une tablette. Ça veut dire que globalement, votre tablette commande les questions, vous avez ouvert votre compte Plickers sur votre tablette et sur l'ordi, et les deux communiquent entre eux,
ça veut dire que vous commandez tout de la tablette et les questions s'affichent automatiquement donc, sur l'ordinateur, enfin sur le vidéoprojecteur de la classe, et vous voyez tout en live en même temps. Voilà. J'espère que je réponds à la question. C'est pas compliqué à mettre en place. Alors, ça prend un petit peu de temps au démarrage, mais en fait, le gros avantage, c'est que vous créez, vous voyez, un panel de petites questions sur Your Library, et donc, au final, ben, vous alimentez tous les ans. Moi, j'invente voilà, des petites questions tous les ans, et puis ça alimente au fur et à mesure, donc je peux en reprendre, en éliminer. C'est assez facile et assez ludique. Oui, pour répondre à la question, là, ça peut être tout à fait avec un smartphone. Moi, je n'utilise pas Plickers, mais je l'ai vu utiliser en classe et avec un smartphone, ça marche très bien pour flasher les cartes. Oui, Oui. smartphone ou tablette, oui. Ouais, c'est suffisant. Alors, effectivement, le nom des élèves, ça peut être embêtant par rapport à la RGPD. C'est pour ça que là, ça a été effacé d'ailleurs. Hein. Mais vous pouvez tout à fait mettre juste un prénom et une initiale. Hein. Ouais. Tout ce qui est RGPD, en fait, vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez remplacer les noms par élève 1, élève 2 ou mettre juste le prénom. Ça peut vous couvrir. Et si je peux me permettre, en plus, vous n'êtes pas, enfin, moi, je n'ai même pas rentré les classes. On peut ne pas rentrer les classes juste pour avoir des réponses de manière anonyme, savoir un peu où est rendue la classe par rapport à ce que vous voyez dans vos séquences, quoi. C'est possible aussi. Oui. C'est On bien n'a pas quand même, au besoin- niveau du RGPD, rappeler quand même que la pseudonymisation est absolument nécessaire aujourd'hui, hein, puisqu'on est soumis, comme les autres d'ailleurs, au règlement européen. Donc effectivement, soit de manière complètement anonyme. Autrement, je vous conseille quand même, à la limite, de prendre les listes de classe et puis vous mettez juste 2 initiales et le numéro dans la liste ou quelque chose comme ça. Ce qui est quand même préférable quand vous avez des outils de ce type-là, qui sont très bien par ailleurs, mais dont les serveurs sont basés aux États-Unis, en Argentine, en Lituanie, voilà. Donc si c'est le cas, prévoyez simplement ça. Il y a une question par rapport pour projeter son smartphone ou sa tablette quand on n'a pas Apple TV. Ben, si on est en connexion avec son ordinateur qui est branché sur Plickers, aucun souci. Voilà. Ouais, C'est l'ordre tout à qui fait. projette. Si on n'a pas son ordinateur branché sur le vidéoprojecteur, effectivement, il faut un Apple Watch TV pour pouvoir projeter. Et après, on peut aussi très bien, moi j'ai des collègues qui le font, on peut très bien aussi juste prendre son smartphone et projeter les questions sous la forme d'un diaporama classique. Hein. C'est aussi possible, c'est plus simple. Ouais, et vous avez Smart Screen qui permet aussi, qui est un petit logiciel qui permet de pouvoir passer de l'un à l'autre aussi pour projeter, qui est très pratique sous Android. Je suis pas sûre de comprendre votre question. Les établissements interdisent quoi? Je ne sais pas. Bon, le smartphone peut-être. La connexion du PC. Oui, alors je pense que là tu parlais du PC de la classe en fait, Frédéric. Oui, je parle du PC de la classe. Ouais. D'accord. Donc c'est sur le PC de la classe, comme vous projetteriez en fait votre PC normalement, classiquement sur le vidéo en fait. C'est ça, c'est le PC de la classe habituel qui est connecté sur le réseau habituel de l'établissement et sur le vidéoprojecteur s'il y en a un dans la classe. D'accord. Est-ce qu'il y a une limitation Non, ce n'est pas limité à 5 questions, c'est-à-dire que Plickers a établi qu'un set de questions, c'est-à-dire quand vous voyez New Set, un set de questions, c'est constitué de 5 questions. Mais vous pouvez faire autant de sets que vous voulez. Voilà. Le gros avantage, c'est quoi? Quand vous faites un set de 5 questions, vous l'attribuez directement à la classe. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, je fais des questions, ce sera pour la 5e A. Et une fois que vous avez fait le set, il va vous proposer, en fait, attribuer A. Vous mettez en 5A, moi 5A, 5B, 5C. Hop, et je sais que toutes mes 5e, ben voilà, je peux aller quand je veux lancer les questions. En fait, comme ça, le logiciel n'a pas besoin de faire de tri. Après, si vous ne voulez pas faire de tri, vous pouvez très bien attribuer les questions à toutes vos classes. Voilà, si c'est sur, je sais pas moi, une idée sur les valeurs de la République, ou vous faites un travail sur toutes les classes identiques, vous pouvez attribuer les questions à n'importe quelle classe. Vous allez avoir toutes les questions dans n'importe quel ordre. Moi, c'est juste parce que j'ai beaucoup de classes et que je le fais sur différentes thématiques, ça permet quand même de s'y retrouver et pas perdre de temps à rechercher les questions.
mais ça peut être beaucoup plus simple que ce que je vous montre là. Merci. Ouais. Alors, sur ce qui est de l'évaluation, on voulait vous parler de 2 autres outils qu'on avait déjà développés l'année dernière dans d'autres webinaires. Le premier, c'est Socrative. Donc là, par contre, il faut que les élèves aient un outil de type tablette ou téléphone ou ordi. Hein. On pense plutôt aux tablettes ou au smartphone, mais ça peut tout à fait être sur un ordinateur. Donc là, Socrative, l'enseignant va se créer un compte, mais l'élève n'a pas besoin de compte. Et ça va permettre de créer des questionnaires sous format QCM, questions libres ou vrai-faux, et d'envoyer un code, un nom d'une salle de classe et un code aux élèves qui vont se connecter, qui donc, eux, n'ont pas besoin de se créer un compte. Alors, peut-être que le plus simple, c'est de vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc, c'est pareil, comme disait Frédéric tout à l'heure, les élèves, quand ils arrivent en classe et qu'ils savent qu'il y a des questions d'automatisme sur Socrative, ils sont assez partants, enfin, ils sont beaucoup plus dynamiques pour se lancer que quand c'est des questions qui sont affichées au tableau. Voilà, donc là, quand on est enseignant, voilà, ça ressemble à ça. On crée un questionnaire, et pour créer, donc vous avez mes questionnaires qui existent, ils sont déjà là. Je reprends celui que j'avais fait l'année dernière pour le webinaire. Donc, on peut ajouter des images. C'est très intuitif, très facile de prise en main. Par contre, c'est pas forcément complet. On ne peut pas mettre de vidéo, on ne peut pas mettre de son comme on peut faire dans d'autres. Ouais, donc, à chaque fois, on va nous demander d'ajouter une question, un choix multiple, un vrai ou faux, ou une réponse courte. Et vous voyez, c'est assez intuitif. Donc, on va poser n'importe quelle question. Quel temps fait-il aujourd'hui? On peut aller chercher une image pour illustrer, et puis on va mettre qu'il fait beau, ou qu'il fait de la pluie, ou qu'il neige. Et par contre, on va dire que c'est beau qui est la bonne réponse. Et voilà, on a ajouté une nouvelle question, et c'est aussi simple que ça. Et les élèves donc vont avoir les questions qui leur apparaissent. Ce qui est vraiment sympa avec Socrative, c'est que quand on va lancer le questionnaire, on va pouvoir choisir de mettre les questions dans l'ordre ou dans le désordre, et les réponses dans l'ordre ou dans le désordre. Donc, au niveau pour faire, moi, ça m'arrive de faire des QCM pour lesquels je garde la note et qui sont lancés en classe avec les élèves. Et donc, ils ont les questions qui arrivent dans le désordre et les réponses qui arrivent dans le désordre. Et de ce fait, c'est quand même assez difficile de tricher. Donc, si je lance par exemple le questionnaire que je viens de choisir ici, je vais dans navigation ouverte et je demande de réorganiser les questions, réorganiser les réponses, de ne pas forcément afficher le score final. Et dans les noms, je leur demande de mettre plutôt donc leur initiale. Et quand ils répondent, on a les questions, les réponses qui s'affichent automatiquement. Alors, si je vais chercher un ancien test, je ne vais pas mettre les noms, mais je vais mettre les réponses. Je ne suis pas sur le bon, je vais en prendre un autre. Donc voilà, ça c'est un qui était fait en classe. Au fur et à mesure, les cases se remplissent. Donc verte, rouge, verte si c'est bon, rouge si c'est pas bon. Alors là, il y avait plusieurs réponses ouvertes, et donc ils ont parfois bien égal, ou ce qui fait que la réponse elle est finalement bonne, mais il faut que je jongle un petit peu pour calculer après les pourcentages. Et on peut ensuite aller extraire, exporter tout ça sous format Excel ou sous format PDF. Il y a quelques fonctionnalités supplémentaires quand on est dans une version pro. Mais honnêtement, avec la version gratuite, je trouve que c'est déjà très complet, et je vois moyennement l'intérêt en fait d'aller prendre une version pro. Voilà pour Socrative. Donc je suis passée volontairement rapidement, mais comme je vous le disais, on vous a mis le lien dans le diaporama pour aller voir le webinaire qui lui était consacré l'année dernière. Et la même chose pour Cuisinière. Je ne sais pas si vous connaissez Cuisinière. Si certains connaissent Cuisinière. Alors, je te regarde les questions déjà. Limitation du nombre de questions, pas que je sache. En tout cas, moi, j'ai pas eu l'occasion d'être embêtée par ça. Et l'autre question, c'était… Version gratuite. A priori, donc moi, j'ai un compte gratuit, et
j'ai pas vu de limitation ni du nombre d'élèves, ni du nombre de questions. Pas que je sache en tout cas. Maintenant, ça peut être le cas, hein, mais cuisinière, donc il y a un espace apprenant et un espace enseignant. Et quand on est sur l'espace enseignant, donc on va avoir le même principe, c'est-à-dire qu'on va créer alors je vais en prendre un qui existe déjà. Hein. On va créer un questionnaire. Donc là, c'est beaucoup plus complet. Comme vous voyez, on peut mettre de la vidéo, on peut mettre du son, on peut mettre beaucoup de choses. Pour les profs de maths, on peut aussi écrire des manières un petit peu plus habituelles nos formules. Tout ce qui est en bleu, ce sont les questions qu'on va poser, et tout ce qui est en orange, c'est les réponses qu'on attend des élèves. Donc ça donne, on peut intégrer des vidéos, on peut les couper où ça nous intéresse. Donc ça, c'est bien aussi. On peut mettre des textes à trous. Enfin, ce n'est pas le plus représentatif de ce que j'ai pu proposer aux élèves. On peut faire des textes à trous et on peut faire des questions ouvertes. On peut faire des appariements. Enfin, c'est vraiment assez complet. Et puis ce qui est vraiment sympa aussi dans Cuisinière, c'est que déjà c'est asynchrone, c'est-à-dire qu'on va distribuer ça aux élèves et on va leur donner une date de réponse. Donc c'est pas forcément tout de suite au moment. Et après on récupère les copies et on va pouvoir annoter la copie et la redonner à l'élève. Donc il y a une forme de rétroaction qui est beaucoup plus poussée dans Socrative qu'elle n'est dans Cuisinière. Dans Cuisinière, pardon, qu'elle est dans Socrative. Ça demande un petit peu plus de temps de prise en main, je pense, Cuisinière que Socrative, mais il est beaucoup plus complet. Et là encore, on va vous renvoyer, on va vous donner les liens pour aller voir le webinaire qui avait été fait l'année dernière pour expliquer comment fonctionne Cuisinière. Sur École Directe, on peut faire la même chose que sur Socrative, et cela permet d'intégrer directement les résultats sous forme de notes dans la base de notes. Oui, effectivement, il y a cette possibilité aussi dans École Directe, quand c'est activé, de pouvoir faire des QCM directement sur École Directe. Tout à fait. Il y a d'autres outils, hein, il y a Kahoot aussi. C'est vrai qu'avec WooClap, ça remplace un petit peu Kahoot. Les gens qui utilisaient Kahoot, il y en a plusieurs qui disent utiliser maintenant WooClap. Après, ça va être chacun qui va trouver l'outil qui lui correspond le mieux. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre un petit temps de pause pour voir si vous avez des questions sur ces outils déjà qu'on vous a montrés? Alors, on va passer à la partie vidéo, s'il n'y a pas de questions. Si, Forms, oui. Alors, Frédéric, tu avais prévu de montrer un Google Forms, je crois, à la fin. Oui. On le montrera à la fin, du coup, parce qu'il est dans l'ordre du diaporama. Que ce soit dans Google ou dans Office, il y a effectivement les questionnaires Forms. Donc là, on vous renverra aussi vers des webinaires qui ont été déjà faits. Je peux quand même juste vous partager peut-être. Alors moi, j'utilise pas Google Forms, j'utilise plutôt Forms sous Office parce que j'utilise la suite Office, hein, voilà. Mais je peux déjà vous montrer par exemple celui qu'on va vous envoyer. Alors ça, c'est un questionnaire, oui. Et alors c'est un formulaire et on peut faire des questionnaires. Donc la différence, c'est qu'on peut attribuer des points sur un formulaire et pas sur un questionnaire. D'ailleurs, oui, on pourrait tout à fait démarrer à 0. Si on veut démarrer un nouveau questionnaire, c'est assez intuitif aussi. Hein. Donc, on va compléter le titre ici et puis on va ajouter soit un choix dans un menu déroulant ou dans une liste, soit du texte, soit une évaluation, soit une date. Et après, ici, vous allez avoir des options si vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc, si je clique sur celle-ci, que préférez-vous? Que préférez-vous? A ou B? Et donc, l'élève qui va voir ça, il va devoir cliquer soit sur B, soit sur A. On peut éventuellement choisir de le mettre en liste déroulante. On peut faire un embranchement. Si telle réponse, alors elle est à la question 2. Sinon, elle est à la question 3. Et on peut attribuer des points. On peut rendre la question obligatoire ou pas obligatoire. Et on peut autoriser plusieurs réponses.
Voilà, et on ajoute au fur et à mesure une nouvelle question. Quel est votre nom? Et non, mais c'est pareil, on va laisser une réponse. On peut laisser une réponse longue parce qu'il y a besoin de mettre peut-être du texte. Et voilà comment ça fonctionne. Et on déplace les questions. Finalement, celle-là, elle était mieux en premier, donc je la mets en premier. Et puis ensuite, on partage ici avec un lien pour envoyer aux élèves. Ou si on veut le partager avec des collègues, plutôt ce lien pour collaborer. Et si on veut le réutiliser, ce lien pour forme de modèle. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Bah, c'est la même chose sur Forms, hein. Sur Google Forms, c'est la même chose. C'est la même fonctionnalité et c'est les mêmes possibilités aussi. Et ça fonctionne de la même façon. Question obligatoire, voilà, on peut mettre des points, on peut attribuer des points et on peut faire aussi une publication des scores, soit a posteriori, soit directement dès que l'élève a répondu. En fait. On le verra à la fin, mais c'est exactement la même chose que l'outil Microsoft. Ok, très bien. Alors Pronote, je ne sais pas, je ne connais pas du tout Pronote. Donc oui, sur Pronote, il me semble qu'on peut aussi faire des QCM, mais là pour le coup, il n'y a personne, là, je pense, qui utilise Pronote parmi nous. Donc là, il faudrait aller fouiller un petit peu dans ce qui existe dans votre ENT, dans votre logiciel. Alors, on voulait vous présenter également, plutôt sur ce qui concerne les vidéos, ce site qui s'appelle, alors je ne sais pas si on dit Edpuzzle ou ID Puzzle. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors moi, j'ai découvert ça l'année dernière. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Ça permet d'aller chercher des vidéos existantes, par exemple sur YouTube, mais pas forcément. Vous avez toutes les chaînes qui sont là. De l'intégrer dans votre stock à vous, entre guillemets, dans votre contenu. Donc ça, jusque-là, il n'y a rien de très nouveau. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut la couper très, très facilement. Donc, ne garder qu'une partie de la vidéo. Sachant aussi que quand vous allez partager la vidéo aux élèves, la pub disparaît. Donc, ça, c'est intéressant par rapport à YouTube, par exemple. Et encore plus intéressant que le fait de couper la vidéo, vous allez pouvoir ajouter des questions à un moment de la vidéo. Donc, ça veut dire que si vous voulez, par exemple, demander à vos élèves de visionner un morceau de cette vidéo et que vous souhaitez vous assurer d'une part qu'ils l'ont regardé, vous assurer d'autre part qu'à un moment, ils ont été attentifs, voir qu'ils ont compris ce qui était expliqué, eh bien, vous pouvez vous positionner, par exemple, à cet endroit-là et puis demander une question à choix multiple. Donc, pour compléter ce tableau, avant que le corrigé, par exemple, apparaisse, puisqu'ici, c'est un exercice de maths en démonstration, vous pouvez demander quelle est la valeur. Alors, ça a sauté, je ne sais pas pourquoi. Quelle est la valeur pour X? Ah, c'est parce qu'il y a un lecteur immersif, peut-être, je ne sais pas. Quelle est la valeur? Il est en train de me lire, en fait. Voilà. Et donc, quand vous allez partager votre vidéo aux élèves, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous la mettez dans un stock, entre guillemets, qui appartient à votre classe. Vous vous êtes créé une classe et vous envoyez le lien à vos élèves. Et vos élèves peuvent voir toutes les vidéos que vous avez mises dans ce groupe classe. Eux n'ont pas de compte à se créer. Soit vous envoyez juste le lien de cette vidéo à vos élèves. Voilà, je trouve que c'est un outil qui est vraiment intéressant parce qu'il permet, vous allez pouvoir après voir les résultats, c'est-à-dire vous allez pouvoir savoir quel élève est allé voir la vidéo. Vous allez pouvoir regarder les réponses des élèves aux questions
Et puis surtout, je trouve que ça permet d'avoir ce côté, de rester attentif sur une vidéo qu'on peut demander aux élèves de visionner hors la classe, soit à la maison, soit voilà, au CDI si c'est une autre séance. Enfin, voilà, en tout cas, ça leur permet de rester un petit peu, de rester plus attentif en visionnant cet extrait. Donc le nom, je vous le remets là, et vous aurez une fois de plus, hein, vous aurez ça dans le diaporama également. Est-ce que les outils là qu'on vous a présentés, est-ce que vous avez, vous imaginez pour les utiliser là ou pas du tout? Oui, ça répond à des besoins. Oui, en fait, on vous en présente beaucoup. Effectivement, il faudra sans doute en choisir 1, 2, 3 pour démarrer et puis après se lancer. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous proposera aussi des webinaires pour aller un petit peu plus loin, pour approfondir. Idéalement, que vous soyez lancé vous et puis qu'après on puisse approfondir sur ces outils-là. Alors, on a fait Socrative, on a fait ID Puzzle. Powtoon, je repasse la main à Samia et Frédéric. Alors, Powtoon, c'est un petit logiciel très sympa que les élèves aiment bien utiliser. Alors, on peut le faire, nous, en tant qu'enseignants, pour présenter des choses, mais les élèves y vont assez facilement. En fait, c'est du dessin animé. Voilà. Donc, ça permet de mettre en action des situations. Donc, les élèves, quand ils vont sur Powtoon, alors là, ils sont obligés de s'inscrire. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix. Ils sont obligés de s'inscrire. Je ne vais pas vous montrer exactement comment ça fonctionne. C'est assez facile. Et donc, vous avez plein de possibilités, vous avez plein de fonds possibles, vous avez plein de personnages possibles. Et donc, le but, c'est de créer de l'animation. C'est-à-dire que vous allez créer de la vidéo, un mode de vidéo grâce à des petits personnages, grâce à du texte, etc., etc. Donc, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt ludique. Là, il y a une version gratuite et une version payante. Attention quand même, à la fin, quand la production Powtoon est faite, il faut avoir impérativement pris des parties de Powtoon qui sont gratuites. Alors, c'est bien identifié sur le site. Hein. Il y a une étoile où c'est écrit Pro quand c'est payant et c'est pas écrit Pro quand c'est gratuit. Et à la fin, vous générez la vidéo, ça génère une adresse et on peut utiliser la vidéo assez facilement. Alors, il y a un petit exemple après, si tu veux montrer peut-être Armel sur la diapo d'après, il y a un petit Powtoon, voilà. Donc, les élèves font ça facilement sur le support de situation déclenchante en SVT. On peut peut-être montrer un tout petit bout de la vidéo. Alors, elle dure 1 minute, mais je ne sais pas si ça va fonctionner par contre. Voilà, donc normalement, ça doit. Alors, ça télécharge parce que voilà, donc ça s'appelle Mon beau jardin. Et vous allez voir, c'est des situations très simples. On peut mettre de la musique, toute la musique qu'on veut. Je ne sais pas si elle va passer, voilà. Et donc là, on n'entendra peut-être pas la musique. Voilà. Non, il faut que je partage avec. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est juste pour montrer. J'ai pas sélectionné. Je sais qu'il y a un endroit où on peut le faire, mais j'ai pas trouvé où. Non, mais c'est pas grave, ça permet juste de voir ça. Alors là, le petit avantage de ce genre d'outil, c'est que c'est assez facilement utilisable. Vous voyez. Les élèves le font facilement aussi. Et ça permet, là, c'est une petite vidéo qui est présentée en fait en situation déclenchante en 4e. Donc, en fait, ils ont la petite vidéo et ça leur permet à eux de pouvoir poser des questions. Donc, oui, on peut mettre un petit peu, voilà, des choses un petit peu plus dynamiques. On peut mettre de l'affichage de textes différents. On peut choisir des personnages. On peut mettre du texte. On peut mettre de la musique, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Donc là, il suffit de s'inscrire sur Powtoon. Alors là, pareil, un RGPD pour les élèves. Le son fonctionne, d'accord. Moi, j'ai pas le son. Et puis,
Il suffit qu'il puisse s'inscrire. Alors vous, si vous voulez fabriquer vos vidéos et les montrer aux élèves, par contre, l'élève n'a pas besoin d'inscription, puisque Powtoon va générer, en fait, une fois que vous allez publier la vidéo, Powtoon va générer en fait une adresse URL. Il suffit de la donner aux élèves pour que tout le monde puisse la visionner. Voilà. Donc, c'est simple. Ah oui, pas de problème. Vous ne devez pas entendre que la voix de Frédéric. Après, le mieux dans Powtoon, c'est d'aller faire un petit tour pour voir comment ça fonctionne. Mais c'est vraiment pas compliqué dans la prise en main. C'est vraiment pas complexe. Et puis, ce qui est agréable aussi, c'est qu'il y a pas mal de modèles qui sont déjà présentés qu'on peut se réapproprier. Moi, je suis vraiment au tout début de mon utilisation avec Powtoon et on va s'en servir dans une tâche finale pour demander en fait aux élèves de créer des CV vidéo. Et donc, il y a déjà des modèles de CV vidéo qui sont un peu proposés. Donc, la population devrait être assez facilitée. Voilà. Exact. C'est vrai. Ah, ça arrive un peu. Armelle. Oui, on veut avoir le diaporama à nouveau. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Là, on voulait juste vous évoquer des outils pour s'enregistrer. Donc, c'est ce que Samia a fait hein, quand elle vous a présenté tout à l'heure Padlet. C'est un enregistrement qu'elle avait fait en amont. Donc, tu n'avais pas enregistré de son volontairement parce que tu souhaitais le commenter en direct. Oui, mais tu avais enregistré ton écran. Alors, tu n'avais pas utilisé Screencast-O-Matic, mais Windows… Windows Expression Encodeur 4. C'est ça. Oui. Ceux qui ont Windows 10, il y a également, c'est natif sous Windows avec la touche fenêtre et la touche G de mémoire. Vous avez l'enregistreur qui se met automatiquement en route. Et puis, donc, Screencast-O-Matic, Oui, c'est la touche G. qui est très connu. Windows G. Windows G, c'est ça. Hein. Voilà, donc ça permet d'enregistrer son écran, d'enregistrer sa voix. Ça peut être très très pratique pour, je sais que moi pendant le confinement du printemps, je l'utilisais pour faire une petite correction sur un exercice assez simple, en fait, de faire une correction sur un tableau blanc et de l'envoyer aux élèves qui n'avaient pas pu se connecter ou qui voulaient le regarder à tête reposée à un autre moment. Donc voilà, c'est natif effectivement sur les iPads, Sylvie. Là, on a c'est encore plus confortable puisqu'on a et le tableau blanc et l'enregistreur directement. Mais si on n'est pas sur iPad ou si c'est pas natif, on a ces options-là pour le faire. Donc ça, c'est pareil, c'est assez intuitif. Une fois qu'on a démarré, il n'y a pas 15 000 boutons et donc ça se fait assez facilement et assez intuitivement et ça permet d'envoyer des petites capsules pour des élèves. Alors peut-être, je ne sais pas si Samia et Frédéric, vous avez utilisé ou Philippe sur d'autres occasions pour les élèves. Bah, moi, je le fais pour de la différenciation. Ça peut être très sympa pour certains élèves pour de la correction. Voilà. Pour de la correction, c'est très pratique parce que ça permet de filmer directement le support sur son ordinateur, de pouvoir montrer, voilà, par exemple, l'information qui était vraiment à prendre dans le document, parce que votre souris, vous pouvez la paramétrer pour qu'elle se voit de façon différente. Et puis, voilà, ça permet effectivement de faire des petites capsules qui peuvent être très rapides, très efficaces, où on va cibler les informations, où on va apporter les corrections. Moi, je l'ai fait beaucoup pendant le confinement, mais je le fais encore aujourd'hui, par exemple, sur la correction d'exercices, voire de la correction de petits bouts d'évaluation qui peuvent poser souci. Donc, on décale la correction à un autre moment. Voilà, ça permet à l'élève de pouvoir avoir le temps de le faire et de revenir sur l'image quand il le souhaite. C'est plutôt sympa. Et c'est facile. C'est facile à faire. Merci. Je te laisse continuer, Frédéric, parce que je vais partager ton Geniali. Ouais. Alors, Geniali. Geniali, c'est un outil, c'est une petite application que vous voyez de plus en plus. Si par exemple certains d'entre vous ont utilisé ou utilisent Pix, hein, on en parlait avec Philippe la semaine dernière, et ben en fait Geniali voilà, est utilisé pour justement montrer les différentes fonctions d'un logiciel. Alors là, c'est par exemple un Geniali, c'est-à-dire que c'est un support numérique alors qui ressemble un peu au mode diaporama,
mais avec un côté beaucoup plus dynamique et surtout avec des potentialités nettement plus intéressantes. C'est assez facile au démarrage. Alors, c'est un peu chronophage. C'est pour ça qu'on vous proposera sans doute un temps véritablement pour vous aider à trouver un petit peu les petites clés ou les petites pistes rapides d'utilisation. Alors, je ne sais pas si, Armel, tu peux cliquer sur un exemple pour les familles pour voir les types de production que l'on peut faire avec Geniali. Les élèves, ils aiment beaucoup ça. Ils aiment beaucoup ça. Alors voilà, par exemple, une destination, enfin, les rencontres parents étant impossibles au mois de septembre, on s'était demandé dans l'établissement comment on allait générer l'information pour que toutes les familles et tous les élèves puissent la voir. Voilà, j'ai fabriqué un petit Geniali. Donc, vous faites une page d'entrée ou plusieurs d'ailleurs, et puis vous pouvez mettre des liens interactifs sur Geniali. L'avantage, comme le disait Samia tout à l'heure, c'est qu'il y a déjà plein de modèles déjà préenregistrés qui existent. Vous voyez, vous tombez sur un index, vous pouvez créer des petits icônes ou des différentes rubriques. Et puis, à chaque rubrique, eh bien, vous allez les associer soit à un lien Internet. Ça veut dire que ce qui est quand même très pratique, c'est que les documents que vous avez déjà, eh bien, vous pouvez les replacer dedans. Vous pouvez placer du lien Internet, vous pouvez placer de la vidéo, vous pouvez placer du texte, vous pouvez faire ouvrir de nouveaux onglets, vous pouvez ajouter de l'information très simple en fait. C'est assez facilement réalisable et ça permet quand même une très grande variété de supports. Alors oui, Loïc qui pose la question, j'utilise effectivement la version gratuite. Alors, sur la version gratuite, le petit inconvénient, c'est qu'on ne peut pas tout faire et on n'a pas de dossier pour ranger. Mais globalement, pour l'utilisation, moi, que j'en fais aujourd'hui, c'est vraiment suffisant. Alors, là, je vous ai mis un exemple. Voilà, donc là, Armel vous présente les tableaux. Hein. Il y a beaucoup de possibilités sur Geniali. Il y a quelques petites astuces qu'on vous montrera pour gagner un petit peu de temps, mais une fois que vous en avez fait un, globalement, c'est très répétitif comme action. Vous remarquerez quand même que sur ce que vous propose sur son écran Armel, il y a des supports ou des modèles qui sont dans la version premium, donc la version payante. Ils sont notés avec une petite étoile, et tout ce qui n'est pas étoilé fait partie de la version gratuite. Alors, il y a vraiment très, très grande variété. Maintenant, on peut aussi produire du document à destination des élèves. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait en classe inversée l'autre jour avec des quatrièmes. Alors, ce qui est très sympa, c'est parce que voilà, ça permet de focaliser aussi sur de l'information utile, d'amener les élèves vers quelque chose qu'on a déjà sélectionné, et puis pas de mettre trop d'informations. Donc, cet outil-là, une fois qu'il est fabriqué, on peut le partager. Il a un autre avantage, c'est qu'il peut être aussi collaboratif entre deux collègues, par exemple, ou entre des élèves, hein, si les élèves fabriquent. Donc, vous pouvez permettre à deux personnes ou plusieurs personnes de travailler sur le même Geniali. Mais par contre, les deux personnes ne peuvent pas travailler en même temps sur le même Geniali. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi, quand on édite son Geniali, proposer à ce qu'il soit réutilisable ou pas. Ça veut dire qu'on peut en faire des copies. Donc, par exemple, si vous faites une version en collaboration avec un collègue et qu'à un moment ou à un autre, vous devez donner une spécialisation du Geniali à destination d'un établissement, par exemple, vous en faites une copie et puis vous pouvez rajouter des choses en gardant la version originale. Donc, c'est vraiment un outil très sympa. Les élèves aiment bien. Je ne l'ai pas encore construit, moi, avec des élèves. Je vais le faire en DNL et SVT, mais pas encore. Mais par contre, pour proposer différents types de documents, différents types de supports, c'est véritablement plutôt sympathique à construire et plutôt sympathique en résultat. Voilà, donc là, vous en voyez quelques-uns. Donc, on peut aussi en faire en destination des familles. Ce qui permet, l'avantage, c'est que quand vous avez généré en fait l'URL et que vous avez rendu votre Geniali public, si vous faites des modifications sur votre Geniali, parce que c'est vous le créateur et le propriétaire,
eh bien, automatiquement la nouveauté apparaît en fait sur le lien que vous avez partagé. Donc, ça veut dire que c'est un document que vous pouvez actualiser au fur et à mesure de ce que vous faites. Et ça, c'est plutôt bien imaginé aussi. Voilà, version gratuite. Il faut s'inscrire. Moi, comme le disait Samia tout à l'heure, moi, je m'inscris avec une adresse Gmail, comme ça, il me reconnaît de suite. Et puis vous pouvez fabriquer autant de supports que vous voulez. C'est vraiment plutôt sympa. Vous pouvez mettre de la vidéo, vous pouvez mettre du son, vous pouvez mettre tout type de support dessus. Voilà, génial. Voilà, ce qui est vraiment très… dans le rendu, ce qui rend très très bien, c'est tous les éléments interactifs en fait. Où là, donc là, la petite image, je lui ai donné un ordre, c'est d'aller à la page 3 quand la personne va cliquer dessus. Il y a des petites astuces, par exemple la zone invisible, c'est des choses qui sont utilisées beaucoup dans les escape games. C'est-à-dire qu'on va utiliser une zone invisible, on va la mettre par exemple ici, et puis on va lui dire d'aller à la page, je sais pas, la page numéro 2, quand l'élève va cliquer dessus, et puis à la page numéro 2, eh bien, au lieu d'avoir ce fond-là, vous allez avoir, je ne sais pas, l'image d'un couloir, par exemple. Donc, quand l'élève va le démarrer, on va avoir l'impression qu'il ouvre la porte et puis qu'il arrive dans un couloir. Et là, je vous montre rapidement parce que, juste pour vous montrer que c'est aussi assez intuitif, en fait, pour compléter, pour mettre des choses… voilà, on a plein de fonds qui existent. On peut faire de la recherche, on peut aller chercher un fond sur Internet, on peut aller chercher un fond sur ordinateur, etc., etc. Donc, ça se fait assez facilement. À défaut de se faire peut-être rapidement au départ, mais une fois qu'on a pris la main, ça se fait assez facilement. Voilà. Tu en as fait, toi, Samia, il me semble? Oui, on a créé effectivement quelques Geniali. Et là, c'était dans le but de soit faire poser des petits quiz rapides. Donc, il y a des modèles de quiz qui sont très bien faits. Des petits quiz rapides qu'on postait sur le Padlet en devoir pour les élèves. Ou alors, avant une tâche finale, pour rebrasser un peu tous les éléments de la séquence. Et pareil, ça aussi, on le poste à la fin sur le Padlet, ce qui fait qu'ils ont toujours accès à ce Geniali et qu'ils peuvent… reprendre tout ce qui a été vu. Et donc, effectivement, ça prend du temps un peu au début, mais ça se fait facilement. Après, il reste encore les escape games. Donc là, c'est ce que tu en parlais brièvement à travers tes exemples de portes qui s'ouvrent et donc de couloirs. Là, je pense que ça va être la partie sympa à faire pour dynamiser encore davantage les cours, quoi. Et on peut, en fait, pour les escape games, on peut venir intégrer, par exemple, si vous connaissez Learning Apps, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui est aussi un exerciceur, pour faire des auto-évaluations en ligne. On peut intégrer, par exemple, faire sur Learning Apps un petit exercice pour, je ne sais pas, mettre des paires ensemble, du mot vocabulaire avec une image, par exemple, en langue, et venir l'intégrer dans le Geniali. Ça marche très, très bien. Comment le transformer en QR code? Alors, je ne sais pas si c'est natif sur Geniali, mais sinon, vous pouvez aller, il y a des sites pour créer des QR codes. Alors, j'ai pas les noms en tête, mais si vous tapez QR code sur Internet, ça marche très, très bien. Ouais, il y en a plein. Il y a QR code Generator, Unitab. Il y a Unitag. Voilà. En fait, vous copiez, Stéphanie, vous copiez une fois que vous avez partagé, vous avez rendu public le Geniali, dans la petite fonction partage qu'on pourra vous montrer, il va vous donner le lien du Geniali, il suffit de le copier. Vous ouvrez n'importe quel générateur de QR code sur Internet, gratuit, vous copiez l'adresse et vous allez générer un QR code. Voilà, après, il suffit d'enregistrer ou de copier le QR code et en le scannant, vous allez directement arriver sur le Geniali. Voilà, c'est un peu l'avantage. L'avantage aussi de Geniali, c'est qu'il fonctionne sur ordi, mais il fonctionne bien sur tablette, voire même sur smartphone. Alors, pas sur tous, mais une majorité quand même, ça fonctionne. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà, donc là, ouais, effectivement, on voit, Armel nous montre les fonctions à la fin, donc un générateur de QR code, voilà, Unitag, vous copiez l'adresse et puis il génère un QR code. Alors, certains générateurs du QR code ne veulent pas que vous copiez directement, mais c'est possible. Alors, moi, je vous conseille les QR codes noirs, parce qu'avec certains smartphones, certaines tablettes,
c'est quand même beaucoup plus évident de le scanner quand il est en noir que quand il est en rouge ou en bleu. Ce que les élèves aiment bien, mais ce qui complique quand même le fait de pouvoir scanner le QR code. Mais pour les versions établissement, effectivement, pour les portes ouvertes, ça peut être très pratique. J'ai perdu mon partage d'écran. C'est drôle. Donc voilà pour Genially. Dans le même, alors si vous êtes intéressé par les escape games, il y a plein de Genially qui sont existants et qui sont partageables. Donc c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler aussi pour proposer ça, mais on n'a pas de date. Mais voilà, soit pour les faire soi-même, soit pour aller en chercher qui sont réutilisables et qui sont vraiment déjà très bien faits. Je vois qu'il est déjà 15h38, donc dans le même état d'esprit que Genially, il y a Canva. Mais là, je pense qu'on va être obligé de passer un petit peu rapidement. Donc Canva, C-A-N-V-A, il est très pratique pour faire plutôt des infographies, donc des posters, des choses comme ça, ou demander aux élèves de faire des infographies sur un projet, sur une synthèse. Et il y a des modèles qui existent qui leur permettent de partir de quelque chose déjà esthétique et puis après de mettre leurs informations. Ça leur permet aussi de faire des CV, par exemple. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant aussi. Puis la dernière chose que je voulais vous partager avant que, moi je vais vous montrer juste ça, puis après je vais laisser Fred montrer son Google Forms. C'est vous dire qu'avec PowerPoint, on peut aussi faire des choses assez sympas auxquelles on ne pense pas forcément. J'espère juste que ça va se télécharger. Voilà. Donc, juste en cliquant, on peut faire apparaître des bulles qui viennent découvrir des zones qu'on avait laissées un peu transparentes au départ. On peut mettre du son. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre, mais normalement, il y a une sonnette qui fait gling-gling. On peut mettre des personnages en 3D et leur faire des tours ou autre chose. On peut mettre des fonds. Alors ça, c'est peut-être pas terrible, ça fait un peu vacances, donc on va peut-être plutôt mettre celui-ci. On peut faire déplacer nos personnages. Et donc, finalement, même sans être dans Genially, en étant sur PowerPoint, on a déjà des fonctionnalités qui sont assez sympas. Donc, j'ai juste pas réussi à mettre la bulle, Frédéric, mais dans l'idée, c'était ça. Je te laisse la main pour parler de Google Forms. Alors, Google Forms, en fait, vous le connaissez, en général, on le connaît bien, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Alors, Google Forms, ça permet de faire des questionnaires de plein de possibilités, en fait. Hein. Donc, soit vous amenez un questionnaire ou, comme disait tout à l'heure, là, par exemple, je vous présente sur la gauche, c'est assez facile d'accès. Vous pouvez, comme le montrait tout à l'heure Armel, fabriquer des questionnaires. Donc, vous allez pouvoir envoyer à une classe entière ou à un élève en particulier ou aux familles aussi hein, pour avoir des informations. Et l'avantage de Forms, quand on va un petit peu plus loin, c'est qu'on peut aussi créer, par exemple, de l'exercice en formatif ou en sommatif. Et donc, ça veut dire qu'on va transformer le questionnaire, donc là, avec justement des points, c'est-à-dire en score. Et donc, globalement, ça veut dire que vous envoyez le questionnaire à la classe ou à l'élève et vous allez savoir, vous, qui a fait le questionnaire et vous pouvez très bien générer des scores, voilà, avec une réponse automatique. Voilà, avec une réponse automatique, ça veut dire que l'élève, quand il fait, il va avoir une réponse automatique et une correction automatique de ce qu'il a fait, et ça va générer un score. Alors, ça peut être bien en auto-évaluation formative, par exemple. L'avantage, c'est que soit vous faites un questionnaire type QCM, et donc, évidemment, vous dites à l'élève combien il y a de réponses possibles. Ça va lui permettre d'avoir les réponses. Mais vous pouvez aussi faire des questions ouvertes avec des réponses. Alors là, attention, petit bémol quand même, pour l'avoir testé de nombreuses fois pendant le premier confinement. Attention, parce que en fait, Google Forms ne va pas tenir compte, va tenir compte de l'orthographe. Donc, ça veut dire que si vous faites ça sous la forme d'un score, évidemment, si l'élève il fait une faute d'orthographe, c'est faux. S'il oublie la majuscule, c'est pas forcément bon. Donc, il faut penser à toutes les possibilités de réponse. Donc, globalement, vous faites le questionnaire,
Voilà, vous l'envoyez aux élèves, vous avez destiné ce questionnaire en tant que score et en tant qu'auto-évaluation, et donc vous allez pouvoir publier les scores. Alors, c'est assez pratique, il suffit d'aller, moi je ne vous le montre pas là parce qu'il est déjà l'heure, mais c'est assez facile et assez pratique à faire. Vous pouvez faire ce genre de questionnaire juste pour avoir des réponses, comme vous allez l'avoir là à la fin du webinaire, juste pour avoir des réponses, et donc, mais autrement, vous pouvez le faire aussi en score, c'est-à-dire en évaluation. Pas forcément se mettre en rapide, parce qu'il est déjà 43. Voilà. Et donc, on voulait juste vous montrer le lien vers le... On est au bout de la dernière. On arrive à la dernière diapo. Je vais vous donner donc le lien vers le questionnaire qui vous permettra de nous donner aussi votre adresse mail. Alors, pour répondre juste à Ludivine, si ça ne dérange pas, Armel, oui, faut repasser derrière pour valider. Alors, on peut repasser derrière pour valider. Ce n'est pas une obligation. Si on fait un QCM, on peut demander à Google Forms sur le paramétrage que Google Forms envoie une réponse automatique. Voilà, il renvoie la réponse automatique. Vous avez le score de l'élève et vous savez comment il a répondu et vous n'avez pas besoin de repasser derrière. Par contre, si effectivement vous faites des questions ouvertes, là, effectivement, vous êtes obligé de lire toutes les réponses données par l'élève. Ouais, là, c'est un petit peu la problématique parce qu'effectivement, il va y avoir les majuscules, les espaces, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc, c'est vrai que c'est un peu la limite. C'est un peu la limite. Mais en QCM, comment? On a le même problème dans Socrative, dans n'importe quel QCM, c'est que les questions à choix multiples, ça va bien aller, les vrais-faux, ça va bien aller. Dès qu'on est sur des questions ouvertes, on a ce risque de devoir proposer plusieurs réponses parce qu'on n'y pense même pas à tout. Donc, ça oblige à revenir effectivement un petit peu dessus si on a des questions ouvertes. Ouais. C'est l'avantage de la cuisinière qui permet de recalculer les scores automatiquement, puisqu'on a la main en fait sur la notation dans Cuisinière qu'on n'a pas, par exemple, dans Socrative ou dans un Forms. Alors, dans un Form, on peut avoir la main parce qu'on peut réattribuer le point si, par exemple, on refait une lecture individuelle du Google Form. Et si, par exemple, voilà, l'élève, il a juste fait il a mis une majuscule et il n'en fallait pas, on peut manuellement attribuer le point. Alors, globalement, pour l'avoir fait, c'est extrêmement chronophage pour le prof, hein, parce qu'il faut tout relire. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Donc, ça dépend de ce que l'on vise avec le produit. On peut utiliser Google Forms aussi. Par contre, si on veut faire des questions ouvertes, par exemple, sur des problématiques, on donne une situation sur Google Forms et on dit aux élèves, par exemple, de poser les questions. Et là, on est dans un questionnaire. Ça permet souvent de faire gagner du temps dans des situations déclenchantes, par exemple. Vous mettez une photo avec quelque chose qui ne va pas ou voilà, une thématique qui pose problème à l'élève et vous permettez aux élèves de poser leurs questions. Donc là, l'avantage, c'est que vous ne passez pas du temps à le faire globalement en classe, mais globalement, vous arrivez en classe et vous avez déjà toutes les questions posées par les élèves. Ça peut être aussi intéressant. Mais là, vous ne publiez pas, c'est-à-dire que vous utilisez vous pour amorcer la phase de problématisation. Ça peut être un outil intéressant par contre. Ça marche bien. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci de votre patience. On vous partage le dernier outil, c'est Classroom Screen. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est pas affiché en classe. Et puis, ça permet d'avoir des petits outils pour gérer, par exemple, le son, pour donner une consigne, pour savoir si on est plutôt en silence ou plutôt en chuchotage ou si on peut parler. Comment est l'humeur de l'ambiance de la classe. Un sablier, une montre, enfin voilà, vous avez beaucoup d'outils. On peut lancer des dés aussi pour faire du hasard ou faire si on rentre les élèves, des noms qui sortent au hasard ou des équipes qui sont faites au hasard. On peut changer le fond. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faisables aussi sur cet outil Classroom Screen. Et donc, pour terminer, je vous mets le lien du questionnaire. Si vous aviez 5 minutes pour le compléter, ça nous aide beaucoup parce que ça nous permet d'une part de nous évaluer, de proposer des choses mieux la prochaine fois, en espérant que ça vous a quand même convenu, et de proposer des webinaires aussi, des thèmes de webinaires que vous pouvez nous suggérer. Voilà.
Donc, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci pour vos remarques aussi, Loïc. Mais si ça vous convient, eh ben, c'est tout à fait ce qui nous va, nous. On est contents de vous partager ça aussi. Et puis, nous, on continue à apprendre en les préparant. Donc, c'est formidable. Et puis, voilà, n'hésitez pas à nous suggérer des idées ou à nous contacter s'il y a des choses pour lesquelles vous avez encore besoin de précision. Je remercie particulièrement Philippe, Frédéric et Samia qui ont préparé ce webinaire avec moi. Je vais le faire comme les émissions de télé. C'est beau. Merci à toi. Et puis pour ceux qui, donc avant que vous raccrochiez, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis même si c'est encore un petit peu tôt, dans 2 semaines ou presque, c'est bientôt les vacances. Et donc je vous souhaite de belles vacances bien reposantes pour reprendre avec plein d'énergie à la rentrée et avec des nouveaux webinaires. Et des nouveaux masques. Et des nouveaux masques. Merci à vous. Merci. Ah oui, on voit le lien, peut-être Armel, parce qu'il y a Philippe qui demande le lien pour le forme d'évaluation. Alors,